Rebonjour Sébastien, merci d'être encore là, avec plaisir. Parlons un peu d'histoire de la langue maintenant, si vous voulez bien, car c'est très important. Vous ne me démentirez pas, je pense, si je dis que l'histoire du français est controversée quant à la question du genre. En effet, et je vais vous donner ma version des faits, si j'ose dire. Alors, avant tout, les questions que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi faire autant de bruit là-dessus? Est-ce que les femmes n'auraient pas mieux à faire que de s'occuper d'une grammaire qui a des siècles d'âge et que personne jusqu'ici ne remettait en question? Pourquoi ne pas accepter ce genre non marqué qui, avant le XXIe siècle, ne gênait personne, en tout cas semblait ne gêner personne? Est-ce que la grammaire ne se suffit pas à elle-même sans qu'on ait besoin d'artifices pour soi-disant l'améliorer? Et surtout, est-ce que ce n'est pas l'usage qui a voulu ça, et puis c'est tout? Ça fait beaucoup de questions. C'est fait exprès pour vous mettre un peu au pied du mur. C'est de bonne guerre. Eh bien d'abord, concernant l'usage, oui et non. Bon, l'usage est certes ce que nous faisons de la langue, le fameux maître suprême, mais nous ne pouvons pas fabriquer l'usage sans passer par la norme. Je veux dire par là qu'on nous apprend dès l'enfance une grammaire, une orthographe, une syntaxe, et on nous apprend également que ne pas les suivre, c'est faire des fautes, et c'est mal. C'est vrai que c'est mal. Je sais pas. C'est ce qu'on nous a appris dans l'enfance, mais dans mes études de sciences du langage, j'ai appris des tas d'autres choses qui nuancent franchement, voire combattent cette idée de mal ou de faute. Enfin bref, revenons à notre chère grammaire. Si l'on observe toutes les langues du monde, prendre un genre grammatical marqué pour en faire un genre grammatical dit neutre, ça n'est pas naturel du tout. Vraiment? Et le français serait donc un cas à part? Oui, c'est un fait. Avez-vous vu mes vidéos sur le genre? Oui, mais je n'ai pas été convaincu. Je pense que le masculin s'est imposé naturellement parce que c'était plus simple comme ça. Alors moi, je ne crois pas. J'ai déjà entendu ça, mais la simplicité n'est pas une caractéristique nécessaire de l'évolution d'une langue, en tout cas pas dans ce cas précis. Que le masculin l'emporte sur le féminin n'a rien de naturel en langue, et cela ne peut être autre chose qu'une décision. Et c'est pourquoi il convient de faire de l'histoire de la langue pour comprendre ce qui s'est passé autrefois en français, afin de comprendre où nous en sommes aujourd'hui. D'accord. Alors commençons par le commencement, hein. Le français est fille de latin croisé avec des langues gauloises. Le latin disposait d'un genre neutre qui a disparu après passage du latin aux langues romanes. On suppose que cette disparition est peut-être directement liée à la disparition des déclinaisons dans ces langues, mais ce n'est pas certain. Et donc, s'il n'y a plus de genre neutre, il faut bien en compenser l'absence. Or, le neutre et le masculin en latin ayant des formes proches, le neutre a été inclus dans le masculin, c'est QFD. Si ce que vous dites est vrai, alors le masculin serait le genre dominant dès les origines du français. Le fait est que l'ancien français n'avait plus que deux genres, le masculin et le féminin, et voilà. Mais la langue du Moyen Âge, le moyen français, est épicène la plupart du temps. Ou plutôt, il ne met aucun genre en avant par rapport à l'autre. En tout cas pour ce qu'on en sait, puisqu'on n'en a que des traces écrites et aucune grammaire. C'est exact, je vous le concède. Les quelques textes qui nous sont parvenus du Moyen Âge montrent l'utilisation d'un langage épicène fréquent. On peut par exemple accorder un adjectif au moyen de la règle de proximité. Si le féminin est plus près, on accorde au féminin. Exemple, le renard et la belette sont belles. Règle de proximité, accord réalisé avec belette. Vous voyez, il n'y a pas de problème sémantique ni d'ambiguïté. En fait, comme il n'y a pas de grammaire officielle, chaque auteur fait un petit peu comme il veut. L'orthographe et les règles d'accord sont un peu à l'appréciation de chacun, et personne ne sait vraiment s'il y a des règles globales. En fait, comme on pense, on fait comme on pense qu'il faut faire, comme on l'a entendu, mais pas vraiment selon une norme établie. L'usage est donc seul maître à bord, ou presque. Il faut dire aussi que le français est peu parlé en région. Oui, je pense qu'on pourra traiter la question plus en détail dans une vidéo spécifiquement sur l'histoire de la langue, mais vous avez raison. Revenons à nos genres. Pour continuer dans la même veine, jusqu'au XVIIe siècle, on note la présence d'une langue épicène, donc, et de noms de professions féminisées dans de nombreux domaines. J'en cite quelques-uns au hasard, hein, autrice, philosophesse, poétesse, mairesse, médecine, peintresse, ambassadrice, et bien d'autres peuvent se dire et se disent sans problème. Ah, berk! Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Ces horreurs sont des mots anciens du français qui ne posaient aucun problème à qui que ce soit avant qu'on les efface du lexique, et que seuls certains d'entre eux ont été officiellement réautorisés par l'Académie française en 2019 après des années de lutte.
Je pense que vous exagérez. Ils n'ont pas été effacés de la grammaire, c'est juste l'usage qui n'en a plus voulu. Alors ça, c'est un coup bas. Parce que pour le contrer, il faut vraiment entrer dans le détail. On est là pour ça. Alors, je vous dirais déjà que si l'usage a fait disparaître ces formes, c'est d'abord parce que les femmes n'étaient plus autorisées à exercer ces fonctions, bien que cela ait été toléré de temps en temps à condition que ça reste confidentiel. Imaginez-vous que dans la première édition du dictionnaire de l'Académie française, ambassadrice signifiait, normalement, femme à qui est confiée une ambassade, et dans la deuxième version, épouse d'un ambassadeur, en quelques années seulement entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Ne me dites pas que ce n'est qu'une question d'usage et qu'il n'y a pas de sexisme sociétal là-dedans. Mais pour l'instant, on va revenir à notre chronologie. Euh, Pardon, mais autrice, c'est le pire, je pense. Je préfère auteur avec un E. C'est vraiment amusant que vous disiez ça parce que je suis sûr qu'actrice ne vous dérange en rien. Qu'est-ce que vous en savez? Je le devine. En français, les noms en teur prennent normalement un féminin autrice. À noter que auteure est un néologisme destiné sans doute aux chastes oreilles, incapables de supporter autrice, même en acceptant actrice depuis toujours. Bref, passons. Le moyen français est un joyeux bazar dans lequel l'orthographe, la grammaire et la syntaxe relèvent autant de la transmission que du bon vouloir de chaque écrivain ou écrivaine. Il est difficile d'imaginer le français oral de l'époque, d'autant plus que les langues régionales étaient alors dominantes en dehors des grandes villes. Et là, je suis sûr que vous allez nous brandir le vilain XVIIe siècle avec les vilains messieurs qui ont voulu détruire les femmes. Sans aller jusque-là, il y a effectivement un tournant majeur lors de ce siècle. Comme on l'a dit, le français est fluctuant et peu normé avant, ce qui pose problème au pouvoir central, qui a besoin que la langue officielle soit stable pour pouvoir l'étendre. Donc c'est avant tout un besoin administratif. Oui, c'est le fondement du processus, que tout le territoire ait accès à la même rédaction pour les actes officiels. D'ailleurs, le français est officiellement langue administrative du pays depuis l'an 1539 et l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Il faut donc pour ça nécessairement fixer une norme, une orthographe stable, une grammaire commune pour tous. Vous ne contestez pas ça, j'espère. Non, pas du tout. C'est bien d'avoir des repères. D'ailleurs, c'est pas le sujet. C'est sous l'impulsion du cardinal Richelieu que les grammairiens de l'époque sont invités à écrire un système de règles et qu'est créée l'Académie française en 1635 pour jouer le rôle de gardien des règles en question. On peut ajouter que le but de Richelieu n'était pas qu'administratif. Il voulait également que le français s'impose dans les domaines savants, là où le latin était encore dominant. Tout à fait, et ça va fonctionner d'ailleurs. Mais revenons à nos moutons. C'est précisément dans ce cadre que la règle du masculin dominant apparaît et qu'elle fait l'objet de nombreux débats et de nombreuses résistances. La règle du masculin comme genre non marqué fait partie des règles proposées d'emblée, et elle ne fait pas l'unanimité, loin de là. L'influent grammairien Charles de Vaugelas écrit en 1647 le genre masculin étant le plus noble, il doit prédominer chaque fois que le féminin et le masculin se trouvent ensemble. Et il n'est pas seul à penser de la sorte. Il y a aussi une résistance dont on parle peu, par exemple des femmes à la cour, comme l'exemple célèbre de Madame de Sévigné, mais la règle fait son chemin jusqu'à un certain Nicolas Beauzet en 1767 qui écrit dans le même ordre d'idées que Vaugelas: le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Quand même. Mais oui. En 150 ans, cette règle est débattue, combattue, et mise en avant par certains grammairiens influents avec toujours cette seule justification, le masculin est le genre noble ou le masculin est le genre le plus noble. Et c'est quand même toujours l'usage qui gagne à la fin. Certes, mais on n'a jamais dit que l'usage était juste, moral ou égalitaire. L'usage est aussi circonstanciel et utilitaire. Il s'adapte aux règles et se conforme à son temps. La règle du masculin noble et la disparition des fonctions pour certaines femmes ont modelé cet usage sur le temps long. J'admets que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça s'est fait. Et à cette époque, toutes les personnes sollicitées pour établir ces règles sont des hommes, sans exception. Ça a joué, j'imagine, sans parler du fait que les femmes étaient très loin d'avoir les mêmes droits que les hommes, si tant est qu'elles usent des droits. Est-ce qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que l'égalité homme-femme est acquise en France? N'est-il pas vrai que l'égalité homme-femme est garantie par la loi et la Constitution, et donc que cette question langagière est caduque? L'égalité homme-femme est une chose, son histoire en est une autre.
On rappellera que chronologiquement, entre autres, le droit de vote, le droit de travailler sans le consentement d'un homme, mari ou père, le droit de posséder un compte en banque, le droit à l'avortement, voire le droit de garder son nom après le mariage, sont des droits des femmes acquis tardivement. Tout ceci est fort récent et on le voit parfois fragile. Le droit d'être réalisé dans la grammaire, avec son genre grammatical, semble certes moins crucial, mais j'en comprends le désir à la lumière de tout ça. Et donc vous pensez que ce désir d'écriture inclusive vient de cette histoire des droits des femmes ou de leur absence? Je pense essentiellement que cette histoire a laissé des traces et que le fait de la connaître doit nous conduire à réfléchir à notre rapport à la langue. Ce qu'on nous a présenté comme neutre est-il vraiment neutre? N'y a-t-il pas des façons de rééquilibrer les choses? Avant de trancher, au moins poser ces questions est légitime. Y répondre est évidemment plus compliqué. Il est tentant de dire oui, il faut rétablir l'égalité masculin-féminin dans la langue, mais c'est pas si simple. En tout cas, de la même façon qu'il a fallu des décennies, voire des siècles, pour mettre le féminin derrière le masculin, il en faudrait tout autant pour que ça change, et on ne sait jamais dans quelle direction l'usage va aller et comment il sera accompagné. Vous êtes cependant conscient que tout le monde ne partage pas votre vision de l'histoire de la langue, hein, que pour beaucoup il y a un genre neutre en français depuis toujours. Vous savez forcément que des linguistes éminents signent des tribunes affirmant qu'il n'y a eu aucun sexisme dans la grammaire et que l'usage gagne toujours. J'en suis conscient. Et même si je ne partage pas leur vision dans le détail, je suis d'accord avec eux sur le triomphe permanent de l'usage. C'est d'ailleurs ce qui se joue en ce moment sur l'écriture inclusive. Et les violentes réactions contre elle montrent une trouille que l'usage s'en empare. Gardons donc des munitions pour la suite de ce débat. Merci encore Sébastien Hatton de vous être prêté au jeu de l'éclairage historique selon votre vision des choses. À très bientôt pour les différentes formes d'écriture inclusive et ensuite toujours pour ces fameuses polémiques que nous attendons avec impatience. La partie 3 arrive vite, ne la ratez pas. Au revoir.